Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et la télévision centrafricaine, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans la grille des émissions de la radio et la télévision nationale. Si vous nous suivez un peu partout à travers le monde, à travers le bouquet satellitaire Canal Plus et Startem depuis l'étranger, nous sommes très avis de vous accueillir dans cette émission spéciale consacrée au passage de membres du gouvernement intitulée Parole au gouvernement, cet exercice démocratique qui offre l'opportunité à chaque membre du gouvernement de façon sectorielle de dresser le bilan à mi-parcours du 3e anniversaire marquant l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra. Pour cette 3e édition spéciale, nous recevons sur ce double plateau de la radio et de la télévision nationale son Excellence, Monsieur le ministre en charge des Transports et de l'Aviation civile, Monsieur Jono Gautran, Jono Abba. Merci d'être avec nous. Merci. Nous serons naturellement deux pour cette entrevue en exclusivité avec le membre du gouvernement. Estelle Barine Mazmogo, je suis journaliste, rédacteur en chef à la direction des informations Radio Super. Et moi-même, bienvenue, Bissayo, présentateur de grandes éditions sur cette chaîne et directeur des informations. Monsieur le ministre, nous ouvrons donc le bal de cette entrevue avec la question la plus pertinente qui concerne la question liée à la problématique de transport en commun en centrafricaine qui se fait sentir tant au niveau de la capitale que dans l'air du pays, à tel point qu'il est extrêmement difficile pour un centrafricain lambda de quitter un point A pour un point B. Que fait le gouvernement en ce moment à travers le ministère dont vous avez la charge pour résorber ce problème dans l'intérêt supérieur de la nation? Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de me prononcer sur ce sujet dans le cadre du 3e anniversaire du second quinquennat de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Vous savez, la question des transports en commun ou le transport d'une manière générale, c'est vraiment une question cruciale dans l'économie de notre pays. Et pour répondre précisément à cette question, vous savez très bien, avec les multiples crises que le pays a connues, la capacité vraiment de nos transporteurs privés vraiment a drastiquement diminué. Et vous savez très bien que le secteur de transport, c'est un secteur qui est vraiment totalement libéralisé. Donc l'initiative des transports en commun et autres appartient beaucoup plus, c'est-à-dire à des transporteurs privés. Donc c'est un secteur qui est totalement libéralisé. Et vous savez, à la veille de toutes les crises que nous avons connues, c'est que nous avons vraiment un problème d'attractivité dans ce secteur. Parce que les difficultés liées à la dégradation des routes, les difficultés liées à la multiplicité des barrières illégales et autres, n'ont pas vraiment favorisé vraiment, c'est-à-dire un boom dans ce secteur, c'est-à-dire ça n'a pas encouragé en tout cas les privés à investir. Mais vous savez, depuis l'accession du président de la République, chef de l'État à la magistrature suprême, nous travaillons. Et aujourd'hui, vous savez que notre pays, d'une manière générale, retrouve la sérénité en termes de sécurité. Nous travaillons aussi dans le cadre de du démantèlement des barrières illégales, que je vais revenir dessus plus tard. Et tout ça aujourd'hui fait que nous commençons vraiment à impulser vraiment ces secteurs. Vous allez trouver des compagnies aujourd'hui, par exemple Avenue de Centrafrique, Horizon Voyage, tout ça là, qui fait déjà le transport entre Bangui et la frontière du Cameroun-Béliko. Mais dans les autres axes, c'est beaucoup plus des transporteurs individuels. Mais le ministère travaille d'arrache-pied avec les partenaires pour faciliter les investissements dans le secteur de transport en commun. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires. Nous avons des projets qu'on est en train de mûrir. Nous souhaitons vraiment nous prononcer sur ce projet dès que ce projet vraiment arrive à terme, en termes de transport, c'est-à-dire urbain, périurbain et interurbain, pour vraiment faciliter la circulation des personnes et des biens. Et nous avons aussi inscrit dans le plan national de développement, c'est-à-dire la stratégie
national multimodal du secteur de transport et aussi le plan de mobilité urbaine. Donc la mise en œuvre de ces instruments permettra vraiment dans un futur proche de régler de manière durable la question du transport en commun. Monsieur le ministre, sous l'impulsion du président de la République, le chef de l'État, avec le gouvernement, a eu à mettre en place un comité, comme vous l'avez cité déjà si haut, un comité chargé du démantèlement des barrières illégales en République centrafricaine. Alors, plusieurs actions ont été menées pour permettre à la population paisible de circuler librement. Où en sommes-nous? Quel bilan à mi-parcours faites-vous déjà? Et qu'est-ce que le Centrafricain peut espérer après ces opérations? Merci. Je pense sur la question du bilan, je voudrais revenir un peu sur la genèse des actions du gouvernement en ce qui concerne l'action de démantèlement des barrières illégales. Le constat est fait par tout le monde, les usagers et autres, tout ça là. Les routiers, nous recevons régulièrement les plaintes à un moment donné. C'est dans ce sens que nous avons porté ce dossier en conseil que le président de la République a approuvé et a instruit le Premier ministre qui a mis en place un comité interministériel. Ce comité regorge vraiment une douzaine de ministres. Donc nous avons travaillé avec les experts des différents départements concernés parce qu'il y a un cadre juridique qu'il faut revoir. Donc on a revu le cadre juridique qui a abouti à la signature du décret 2349 du 6 juin 2023 par le président de la République. Donc au-delà de ce décret, il y a une brigade mixte de contrôle et de surveillance des barrières qui a été mise en place. Et cette brigade a commencé à faire son travail. Le ministère des Finances a mis à disposition les ressources nécessaires. Donc une première mission de démantèlement des barrières illégales qui a commencé à Bangui jusqu'à la frontière du Cameroun, Béliko. Et il y a eu la deuxième mission qui est partie vers le 4e parallèle Bangui, Mbaïki, Boda, Berberati, Nola et ressorti par Baoul pour rentrer. Nous avons aussi la troisième mission qui est parti de Bangui, Sibut, Dekwa, Kagabandoro, Ndélé est rentré. Et la mission qui vient de rentrer de l'axe Bangui, Sibut, Bombari, Bria, Bombari, Moubaï, Bangui. Donc le constat au départ, nous nous sommes rendus compte qu'au sortir de ces multiples crises que nous avons connues, nous nous sommes rendus compte que plus de 75% des barrières sont illégales. Et ça impacte négativement le coût de la ménagère, au-delà des difficultés liées à l'environnement international, c'est-à-dire à la guerre de l'Ukraine, la guerre au niveau de la guerre israélo-palestine qui provoque aujourd'hui beaucoup d'inflation et tout ça. Donc au niveau interne, nous avons vraiment ce volet qui est lié à la multiplicité des barrières illégales, vraiment qui ne favorise pas vraiment au ménage vraiment la prise en charge facile au quotidien. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que sur ces 4 ou 5 missions effectuées, le résultat est très, très satisfaisant. Parce que nous avons les retours du côté de la population. Aujourd'hui, s'il y a une action gouvernementale qui est vraiment très salutaire au niveau de la population, c'est le démantèlement des barrières illégales. L'objectif visé aujourd'hui par le gouvernement, l'objectif, c'est la libre circulation des biens et des personnes et surtout lutter contre la vie chère. Voilà l'objectif. Donc, sur les 4 missions aujourd'hui, sur 109 barrières qui ont été recensées, 70 barrières sont illégales. Donc, toutes les 70 barrières aujourd'hui ont été démantelées. Et quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour les agents récidivistes? Oui, c'est ce que je suis en train d'arriver. Et nous sommes rendus compte qu'une fois démantelés, comme vous l'avez dit, il y a des agents récidivistes qui sortent parfois de manière inopinée, installer des barrières illégales, ou même au niveau de ces barrières légales, il y a des pratiques qui ont été déplorées au niveau des barrières illégales, qui existent au niveau des barrières légales. C'est pourquoi un second travail a été confié à ce comité interministériel qui a fait un travail avec les experts, remonté au niveau du Premier ministre où un arrêté fixant les sanctions a été mis en place. Donc il y a plusieurs types de sanctions qui ont été définies dans cet arrêté, c'est-à-dire de manière
disciplinaires, pénales et autres, tout ça, les agents sur le terrain, la complicité de la hiérarchie, tout a été pris en compte dans cet arrêté. Donc aujourd'hui, s'il est prouvé que quelque part un agent récidiviste vraiment a commis des forfaits, je pense qu'un rapport doit être établi et nous devons sanctionner parce qu'il est question de respecter les termes de ce décret. Monsieur le ministre, vous avez bien éclairé la lanterne de vos compatriotes sur cette opération qui, à ma foi, vient une fois de plus changer les donnes en ce qui concerne les barrières illicites qui contribuent de façon négative à la libre circulation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Au regard de la vision politique du chef de l'État, je veux aborder la question la plus sensible qui concerne l'absence totale de la Société nationale de transport, quand on sait que dans un passé récent, il existait Sonatu, qui est une société nationale qui, de par le passé, était promoteur pour la simple raison que faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Qu'en est-il aujourd'hui de la vision politique du chef de l'État via le département dont vous avez la charge pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes tant dans la capitale que dans l'arrière-pays? Je tiens à vous remercier pour cette question pertinente. C'est vrai que dans le passé, nous avons eu des sociétés nationales de transport, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le contexte a évolué. Et même les échanges avec les partenaires techniques et financiers, donc le secteur des transports est totalement libéralisé et il est question de laisser vraiment ces activités au privé. Mais l'État est toujours là pour servir d'interface et de faciliter, c'est-à-dire les actions des privés à travers la réglementation et autres. Nous nous sommes rendus compte effectivement de cette carence et nous travaillons aussi avec des partenaires pour que nous puissions faciliter, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le transport commun, c'est-à-dire urbain, périurbain et interurbain. Nous avons des partenaires que nous travaillons dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, après les multiples crises et la difficulté de transport a fait que nous sommes envahis par les mototaxis qui, à un moment donné, a provoqué beaucoup d'accidents et tout ça. Là, c'est pourquoi il est question de travailler dessus et on est en train de réglementer le secteur de taxi-moto à un moment donné qu'il faut les retirer dans les périphéries. Mais si les taxis-motos sont retirés dans les périphéries et que automatiquement nous avons des problèmes de demande en termes de transport, ça posera problème. Donc il nous faut vraiment un mode vraiment de transport convenable. Parce que vous savez, les mototaxis, ce n'est pas vraiment des modes de transport vraiment convenables. Il nous faut des bien structurants, c'est-à-dire des bus de qualité et tout ça là pour la ville de Bangui, pour les périphéries, et ainsi que pour relier la capitale ainsi que les villes de province. Nous sommes en train de travailler sur 2 projets dessus. Et nous devons tirer aussi les leçons du passé. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous allons créer une société purement nationale. On va travailler en termes de partenariat public ou privé, où l'État va avoir un regard, mais la gestion va être confiée au privé pour qu'il y ait une bonne gestion. Parce qu'il faut tirer la leçon de tout ce qui s'est passé avec les Sonatu et autres, qui vraiment a abouti à des échecs et tout ça là. Donc, nous travaillons dessus pour avancer. Et comme je vous l'ai dit, même dans le cadre du plan national de développement, nous avons déjà inscrit le plan de mobilité urbaine que nous sommes en train de travailler dessus. Et la mise en œuvre vraiment permettra de régler ce problème définitivement. Je sais que d'ici très peu de temps, nous allons vraiment à mûrir ces projets avec les partenaires pour une mise en œuvre efficace. Monsieur le ministre, vous êtes chargé des transports en République centrafricaine, mais en même temps de l'aviation civile. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec la gestion aéroportuaire de la République centrafricaine? Oui, la plateforme aéroportuaire en termes de gestion, il y a plusieurs personnalités morales qui interviennent. Nous avons d'abord l'autorité nationale de l'aviation civile de Centrafrique, ANAC, qui est l'autorité qui arrive vraiment en premier lieu. Nous avons l'ASEGNA, où la RCA est État partie. Nous avons le volet article 2 avec la représentation. Et nous avons le volet article 10 avec la délégation.
qui est le gestionnaire de l'aéroport. À côté, nous avons SODIA, qui est la Société de développement des infrastructures aéroportuaires de Centrafrique, qui est là pour injecter des financements sur des projets, des petits ou moyens projets à réaliser au niveau de l'aéroport. Donc il y a vraiment une interaction au niveau de la plateforme entre toutes ces personnalités morales qui travaillent vraiment en harmonie. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que nous avons avec la SEGNA le projet d'urgence qui est en train vraiment qui a pratiquement terminé, où il y a plusieurs projets dans le cadre de ces projets d'urgence. Nous avons la tour de contrôle qui est pratiquement terminée. Et nous avons le centre délégué d'information pour les radars où nous attendons juste les équipements pour rendre ça opérationnel aussi. Vous savez que notre aéroport fait partie des centres secondaires au niveau de la SEGNA. Vous savez, la SEGNA est organisée. Il y a des centres principaux, le centre au niveau de l'Afrique centrale, c'est Brazzaville, et il y a des centres secondaires où la RCA fait partie. Mais je pense qu'avec l'installation de ce centre de radar, nous augmentons notre capacité pour vraiment réagir. C'est-à-dire, même si aujourd'hui il y a un incident ou un avion qui pénètre au niveau de la frontière vers Birao, vers Obo, avec ces nouveaux équipements, nous serons en capacité de détecter et de produire un rapport par rapport à tout ça. Or, je pense qu'à ce jour, on est limité à 300 et à 400 km où s'il y a vraiment un incident au-delà de tout ça, il faut faire recours à Brazzaville. Nous avons renforcé la capacité de... Nous avons d'abord, je voudrais parler du balisage lumineux. Aujourd'hui, vous savez, plus de 10 ans, la piste n'est pas éclairée la nuit, mais aujourd'hui, je pense, dans le cadre de ces projets d'urgence, nous avons pratiquement remédié à ça avec des équipements ultra modernes au niveau de la piste et que on a commencé avec les vols de nuit. Nous sommes en train, après 10 ans, en train de vraiment renouer avec les vols de nuit qui va vraiment impacter positivement notre économie. Donc ça, c'est aussi un aspect très important. Nous avons aussi le projet de la sécurisation de l'aéroport a pris fin. Donc l'aéroport international de Bangui Poko a été déjà totalement clôturé. Nous avons renforcé aussi la capacité des sapeurs-pompiers en construction des bâtiments dans le cadre de ce projet. Et il y a eu beaucoup d'interventions en termes de financement de la société Sodiac sur la plateforme aéroportuaire. Aujourd'hui, vous voyez plusieurs compagnies reviennent. Vous avez Ethiopian, il y a Tago Angola qui va reprendre, il y a AfriJet qui va passer, Gabon Fly qui va aussi reprendre, et Kenyan, donc toutes ces compagnies, Royal Air Maroc, donc tous les jours sur Bangui, vous pouvez avoir 2-3 vols tous les jours sur Bangui. Et ça, dans un passé récent, on n'avait pas ça. Donc ça, c'est vraiment... nous pouvons déjà capitaliser ça en termes d'action dans le domaine de l'aviation civile et nous continuons à progresser avec tout ça. Là, nous allons bientôt établir vraiment un planning avec les compagnies aériennes pour renouer totalement avec les vols de nuit. Monsieur le ministre, peut-on espérer un jour une construction d'un nouvel aéroport au Centrafrique? Tout à fait. Je pense que la question vient à point nommé. Je pense qu'en tant que Centrafricaine, vous avez suivi, comme tout le monde, la signature d'un accord cadre d'investissement avec un groupe émirati au Palais de la Renaissance avec le président de la République pour la construction d'un nouvel aéroport à Bangui. Et je pense que c'est un projet qui vient à point nommé. Vous savez, l'aéroport de Bangui Poko date des années 70 et aujourd'hui, la capacité en tant que telle, ce n'est plus ça. Donc je pense que nous devons aussi ne pas être du reste, nous devons être vraiment un pays aussi ambitieux. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour la République centrafricaine dans le cadre d'un partenariat public-privé pour la construction d'un nouvel aéroport. Nous étions en train de travailler sur les sites, parce qu'il faut un nouveau site. Nous avons 2-3 sites, finalement nous avons retenu un site. Nous allons rapidement passer vraiment au travail de levée topographique et tout ça là.
obtenir tous les documents nécessaires et maintenant faire venir les ingénieurs avec les partenaires pour vraiment commencer déjà à réaliser les études. Et automatiquement, après les études, les travaux vont se lancer. Je pense qu'en 2 ans, les travaux peuvent se réaliser. Donc, c'est vraiment un projet vraiment intégré à effet multiplicateur parce que c'est un projet au-delà même de la construction de l'aéroport. Nous allons créer, c'est-à-dire une zone franche cargo où vraiment tous les pays peuvent transiter par la RCA. Je pense qu'avec des vols cargo et autres. Et à côté de ça, je pense qu'il y aura vraiment une autoroute, il y aura des hôtels 5 étoiles, des grands centres commerciaux et tout ça. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment un projet à effet multiplicateur. Et vraiment, je pense que les Centrafricains accueilleront avec plaisir vraiment ce projet qui va vraiment révolutionner notre économie et que nous allons plus parler d'enclavement et autres, tout ça. Monsieur le ministre, des avancées à l'actif de votre département dans le cadre de l'action aéroportuaire, je vais vous ramener dans le chapitre consacré essentiellement au transport de surface avec l'avènement des conducteurs de taxi-moto qui pose actuellement problème dans la société. Nous savons pertinemment que les conducteurs de taxi-moto sont à l'origine aujourd'hui, avec les statistiques, de plusieurs et nombreux accidents de circulation, faute de la non-maîtrise du code de la route. Alors, à cet effet, qu'est-ce que le gouvernement cogite de faire face à ce phénomène afin de réduire drastiquement ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur? Merci pour cette question pertinente et qui est d'actualité, le phénomène des mototaxis. Vous savez, 10 ans auparavant, Bangui, la ville de Bangui ne connaissait pas ça. Mais je pense que c'est après ces multiples crises aujourd'hui. Et après cette crise, il y avait vraiment des difficultés en termes pour répondre vraiment à la demande de transport. Et de manière spontanée, nous avons connu le phénomène des mototaxis qui a provoqué vraiment beaucoup de malheurs dans des familles en termes d'accidents et tout ça. Mais le gouvernement n'est pas resté bras croisés. Je pense que dès que j'ai pris service à la tête de ce département, nous avons beaucoup travaillé sur la question des mototaxis. Et c'est l'occasion aussi de remercier les partenaires qui nous accompagnent dans ce sens, notamment la Banque mondiale et la MINUSCA. Nous avons décidé de faire un travail vraiment pédagogique. Nous avons commencé par faire la sensibilisation. À Bangui et dans les arrière-pays, je suis personnellement moi-même déplacé en province pour vraiment lancer vraiment les activités de sensibilisation pour les mototaxis. Et après, on est passé à la phase vraiment de formation. On est en train de former les mototaxis sur des modules vraiment bien précis dans le cadre vraiment de la circulation routière, le code de la route et tout ça là. Et je pense qu'il reste des phases. Mais déjà, à ce stade, je vous assure que plus d'1 an et demi déjà, nous avons pu réduire drastiquement le taux des accidents en ce qui concerne les mototaxis. Là, on en parle rarement et vous pouvez vraiment faire l'expérience pour vérifier, même dans les hôpitaux. Vous prenez 2 ans auparavant, 2-3 ans auparavant, vraiment le taux des accidents par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, il y a une grande amélioration, il y a un travail qui est fait et qui continue à se faire. On est en train de réunir maintenant tous les textes du secteur des mototaxis, les arrêtés, les décisions pour en faire vraiment un décret, qu'on ait vraiment un texte juridique pour la base. Au-delà de ça, nous sommes en train de travailler avec la Banque mondiale pour mettre en place, c'est-à-dire l'Agence nationale de la sécurité routière. Cette agence, ça va être, c'est-à-dire une agence qui aura vraiment des compétences multidisciplinaires et qui va faire la prévention en termes de sécurité routière. Et nous allons répondre à cette question des mototaxis et tout ça là dans le cadre de la réglementation. Et aussi avec les projets structurants que nous sommes en train de développer, je pense que nous allons vraiment épargner la ville de Bangui de ces mototaxis. Nous allons les faire, nous allons reculer leur activité au niveau des villes périphériques et tout ça là pour vraiment laisser la ville de Bangui saine
Et je pense que dans le cadre vraiment de cette agence de la sécurité, de l'Agence nationale de la sécurité routière, je pense que nous allons vraiment répondre définitivement à cette question. Parce que cette agence va être vraiment, en tout cas, le bras droit même du département pour, en tout cas, pour la mise en œuvre même de la sécurité routière et éviter les accidents. Je pense que c'est pour diminuer drastiquement. Il est difficile de parler des zéro accidents, même dans les pays développés, on parle toujours des accidents, mais en tout cas, diminuer au maximum, diminuer drastiquement les taux d'accidents et que les mototaxis se comportent convenablement par rapport vraiment au code de la route, ainsi de suite. Voilà. Monsieur le ministre, je crois que sur cette question, il y avait un travail qui a été fait au niveau du département lorsque, au niveau de la sécurité routière, on avait demandé à ces conducteurs de remplir certaines formalités et de disposer des casques. Et suite, c'était aussi avec l'aide des partenaires. On sonne avec ce programme. Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, nous travaillons par étapes. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des contrôles mixtes qui se font pour la sécurisation des titres. C'est-à-dire aujourd'hui, un mototaxi, il faut immatriculer, il faut avoir les titres qu'il faut, il faut que vous ayez votre permis. Tout là, c'est important. Et c'est ce travail qui se fait au quotidien. Parfois, vous allez passer devant le département, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 100, 200 motos qui sont stationnées. C'est dans le cadre de ces contrôles-là que nous le faisons. Et je pense que la finalité, c'est d'aboutir à ce que vous êtes en train de poser comme question. La finalité avec l'harmonisation même des textes juridiques existants, c'est que les mototaxis doivent porter les gilets et les casques et les gilets doivent être immatriculés par arrondissement et tout ça là, pour vraiment rentrer dans le cadre de la sécurité routière. Monsieur le ministre, est-ce que déjà avez-vous des projets concernant le désenclavement dans le domaine où vous avez la charge? Oui, le projet désenclavement, bon, lorsque vous parlez de désenclavement, c'est une question qui concerne beaucoup plus le ministère des Travaux publics. Donc, mais je sais qu'en tant que membre du gouvernement, je pense qu'il y a tout un plan de désenclavement qui a été déjà mis en place au niveau de nos provinces. Il y a plusieurs projets, il y a plusieurs partenaires techniques et financiers qui interviennent déjà, et même sur le fonds propre du gouvernement. Aujourd'hui, il y a une campagne de réhabilitation des routes et des ruelles au niveau de Bangui, ainsi qu'au niveau de provinces. Mais il y a une planification qui se fait. Je pense que le moment viendra lorsque mon collègue des travaux publics passera ici pour vous donner vraiment les plus amples détails sur cette question. Monsieur le ministre, nous allons boucler ce premier chapitre pour ouvrir cette fois-ci le bal au public pour vous poser directement la question. Bonjour Monsieur le ministre. Tout d'abord, je vous encourage pour le travail que vous continuez à faire dans notre pays actuellement. Ma préoccupation est celle-ci. Monsieur le ministre, dans les années 70, la République centrafricaine totalisait plus de 10 bateaux navigables sur Ubangui et plus de 5 avions, je dis bien plus de 5 avions qui désenclavaient le pays. Alors je crois que je ne mens pas, nos anciens m'écoutent bien et ils le savent bien. Ma question est celle-ci. Que faites-vous maintenant que vous êtes ministre de ce département? Que faites-vous pour que notre pays puisse retrouver véritablement ces moyens de désenclavement? Voilà ce qui me préoccupe. C'est une bonne question. Aujourd'hui, le contexte a évolué. Donc, en ce qui concerne le transport par voie d'eau, l'État, c'est-à-dire par une convention, confie la gestion à un privé. Nous avons un concessionnaire privé qui s'occupe, qui a une mission et qui est bien définie dans les cahiers de charges, qui s'occupe déjà à réhabiliter et à exploiter, c'est-à-dire la plupart des unités fluviales laissées par Socatraf. Et je pense que nous en avons assez. Et je pense qu'il y a un investissement qui se fait. Nous en avons assez pour
le trafic du carburant et aussi pour le trafic des diverses marchandises en ce qui concerne, c'est-à-dire notre fleuve qui nous relie avec Brazzaville. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui se fait par le concessionnaire. Et l'État aussi travaille avec les partenaires. Dans le cadre du projet CD13, je pense que la Banque mondiale est en train de financer la construction d'un port au niveau de Mungumba, la construction du port de Mungumba, qui va être vraiment ultra moderne et bien équipé, et aussi renforcer la capacité de SVN, la société commune pour la navigation avec le Congo. Donc la SVN aura l'occasion de se doter avec des dragues d'une grande capacité qui va permettre de faciliter la navigabilité. Et aussi dans le cadre du projet PAC-PRACAC avec la Banque mondiale, nous allons reconstruire le port amont, doter le port amont avec des équipements ultra modernes. Donc le port amont, le port de Mungumba, tout ça là vont être des ports vraiment ultra modernes et que la gestion va être confiée à des concessionnaires privés pour vraiment développer le trafic par voie d'eau et je pense que pousser notre économie vers l'avant parce que le trafic par voie d'eau vraiment impacte vraiment positivement l'économie, même en termes de prix de revient des marchandises et autres. Je voudrais aussi ajouter en ce qui concerne les avions, nous travaillons aussi. J'ai tout à l'heure développé tout ce qu'on a fait au niveau de la plateforme aéroportuaire en termes de réalisation où nous devons déjà renouer avec les vols de nuit, tout ce qui a été apporté comme plus-value au niveau de la plateforme. Et nous travaillons aussi avec des partenaires privés aussi, au-delà du projet que nous avons avec l'ABAD pour la réhabilitation et l'extension de l'aéroport. Nous travaillons avec les privés pour mobiliser plus de moyens pour réhabiliter et augmenter la capacité de notre aéroport Bangui Poko et en même temps mettre en place aussi une compagnie nationale. Une compagnie nationale et aussi avec un parc avion présidentiel à côté de cette compagnie nationale. Donc c'est des projets que nous travaillons dessus à moyen terme que nous y croyons pour que ça se réalise. Mais vous savez, toutefois, nous travaillons aussi dans le cadre vraiment communautaire, communautaire pour qu'au niveau de la sous-région, nous ayons vraiment les mêmes instruments. Nous travaillons dans le cadre de l'intégration et tout ça là, et peut-être vraiment aller vers une compagnie au niveau de la sous-région et tout ça. Monsieur le ministre, le temps qui nous est accordé pour cette entrevue en exclusivité tire pratiquement à sa fin, vers moins l'infini. Donc il ne reste qu'à vous souhaiter bonne journée et merci d'être avec nous sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale pour cet exercice démocratique qui a permis au public de savoir ce que vous faites au sein du département dont vous avez la charge, conformément à la vision politique du chef de l'État. En tout cas, messieurs et madame les journalistes, c'est à moi de vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée pour me prononcer sur les activités de mon département à l'occasion du 3e anniversaire du second quinquennat du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Nous étions deux naturellement pour animer cette entrevue. C'était Estelle Karine Mazmoko, journaliste et rédacteur en chef à la direction des informations à la radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, présentateur de grandes éditions de la soirée, en même temps directeur des informations de la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames et messieurs, merci à vous d'être des nôtres tout au long de cette entrevue aujourd'hui pour cette 3e édition spéciale consacrée au passage des membres du gouvernement pour le 3e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de l'État de son excellent professeur Faustin Archange Touadéra pour le second quinquennat. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce double plateau le ministre en charge du transport et de l'aviation civile, en l'occurrence, M. Gautron Jono Abba. Avec le membre du gouvernement, nous avons fait le tour d'horizon des différents projets mis en œuvre au sein du département de la charge pour désenclaver l'espace routier
en République centrafricaine, mais également renouer avec le partenariat plus dynamique, public et privé, dans le cadre de transport pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Restez de note car dans une fraction de minute, nous allons passer à la version en langue nationale, mais avant tout, nous demandons à nos amis du côté de la régie d'antenne pour la projection de films documentaires à mi-parcours des réalisations du chef de l'État et nous allons nous retrouver tout de suite pour la version en langue nationale. De l'Afrique, avec plus de 7 diplômes scientifiques en maths physique, dont 2 doctorats en mathématiques pures, issus de l'Université scientifique de Lille 1 en France et de Yaoundé 1 au Cameroun. Un monsieur exemplaire, avec une morale irréprochable, qui par ses actions citoyennes s'est vu décerner plusieurs titres honorifiques à son actif sur le sol national. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans la fonction publique, ce qui fait de lui l'un des fonctionnaires de haut niveau sur le plan mondial. On ne peut parler des travaux scientifiques qu'il a exécutés durant son parcours professionnel sans pour autant parler du nombre incalculable de conférences et congrès internationaux qui enrichissent sa vision dans le domaine politique et autres. En même temps qu'il combat la crise sécuritaire, il s'investit dans la construction du pays, comme en témoignent plusieurs réalisations, tant à Bangui qu'en province. Sa quête pour faire de la République centrafricaine un pays développé et prospère est basée sur 3 principaux axes, notamment une économie ouverte à la concurrence, une société plus inclusive, une qualité de vie meilleure. Ce plan ingénieux conduit à l'explosion des chantiers dans presque tous les sectoriels qui sont présentés comme suit. Sur le plan économique, on assiste à l'exécution des travaux de construction infrastructurelle dans différentes villes de la République centrafricaine. La construction de la gare routière à Bambari, la construction du bâtiment de la finance et des hôtels de haut standing, la réhabilitation des usines électriques de Boili 1 et Boili 2, l'installation des étangs d'eau et l'implantation des forages d'eau sur l'étendue du territoire centrafricain, l'assainissement des routes, la construction de nouveaux bâtiments R+2 et la réhabilitation du lycée de Miskin, la construction des bâtiments scolaires et la construction d'une nouvelle gare routière à Ndélé. Du côté de la justice, on assiste à la décoration des acteurs judiciaires,